Coucou! Dans cet extrait, tu vas entendre la version longue d'une interview tournée pour la web-série Fais pas genre, dont je suis la co-réalisatrice avec Robin Hadet, diffusée sur les réseaux sociaux de la radio-télévision suisse et produite par Close Up Films. Tous les liens pour voir la web-série sont disponibles dans la description. Bon visionnage! Viviane, pourquoi tu t'es intéressée aux questions autour de la sexualité ? Je crois qu'en fait, j'ai assez vite compris que la sexualité, c'était une sorte de nœud central quand on veut expliquer pas mal d'inégalités. Je crois que quand je me suis intéressée à la question des inégalités de genre, j'ai réalisé que la sexualité était une des choses qui ramenait les deux genres ensemble dans ces histoires de complémentarité hétérosexuelle, dans le couple hétéro, etc. Et que du coup, c'était vraiment une espèce d'une articulation centrale dans la manière de penser le monde dans notre société. Et donc, du coup, ça me paraissait assez évident. Puis en même temps, le sexe en soi, c'est un truc assez croustillant, assez intéressant. Donc, il y avait un peu ces deux trucs qui venaient ensemble. J'étais un peu genre, ouah, il y a un truc méga lourd, méga intéressant politique. Et en même temps, il y a ce truc un peu croustillant, sexy, et ils vont ensemble, et ça, c'est super. Et donc, du coup, aussi, une des raisons pour laquelle je me suis intéressée à la sexualité, c'est que je savais que c'était une porte d'entrée pour faire parler de féminisme et de genre et d'autres choses politiques plus faciles. Si je disais, venez faire des trucs sexy, réfléchissez, il y a des trucs croustillants, et en même temps, ça peut changer le monde, ben, ça marche assez bien. Comment un truc aussi intime que la sexualité pourrait être politique ? Comment elle s'appelle ? Bref, il y a une chercheuse super dont le nom m'échappe en ce moment, Lorraine quelque chose, qui a écrit un livre super qui s'appelle « Sex is not a natural act », donc le sexe n'est pas un acte naturel, et qui explique justement les implications politiques de la sexualité, et que du coup, on a l'impression que la sexualité, c'est un truc super naturel, qu'on fait de manière innée, c'est-à-dire une des explications pour dire qu'en fait le sexe c'est pas sale, mais c'est naturel. Ben en fait, sauf que non. Le sexe c'est très très loin d'être naturel. Ça a été théorisé par deux sociologues qui s'appelaient Gagnon et Simon, qui ont fait une théorie qui s'appelle les scripts sexuels, et du coup qui ont expliqué qu'on a des scénarios, on va dire sociaux, préinscrits, qu'on se transmet un peu de manière mystérieuse à travers nos valeurs dans la société, qui vont en fait dicter la manière dont un rapport sexuel normal se déroule. Donc je vais vous le faire, puis vous allez comprendre, ça va être beaucoup plus simple. C'est en gros, on s'embrasse, préliminaire, pénétration, éjaculation, fin. Puis en fait, quand on analyse le script sexuel qui est prédominant dans notre société, on se rend compte qu'il est vraiment à la faveur du plaisir des personnes qui ont un pénis. Et puis c'est ça qui est un petit peu dérangeant, donc on voit qu'il y a vraiment une influence, on va dire, très sociale dans la manière dont on aborde la sexualité, c'est-à-dire que si on vit dans une société qui est patriarcale et sexiste, eh ben, nos rapports sexuels le sont aussi. Une des raisons pour laquelle il y a aussi beaucoup d'inégalités qui persistent dans notre société, c'est qu'il y a des choses qu'on estime tabous, dont on ne peut pas parler, et des choses desquelles on peut parler. Et je crois que si on arrive à amener à la lumière un peu tout, et qu'on ose parler des choses, on va oser se rendre compte qu'en fait, il y a plein de changements qu'on pourrait faire, typiquement dans la sexualité. Et que la sexualité, comme je l'ai décrit, c'est un endroit qui est fondamental dans la manière, dans les rapports inégaux dans la société, et donc du coup, il faut absolument qu'on puisse en parler, pour essayer de défaire ces inégalités, pour faire en sorte que la sexualité soit un lieu où tout le monde a du plaisir, où tout le monde se sent en sécurité et tout le monde a le droit de s'épanouir. Et si on n'en parle pas, ça ne va jamais se passer parce qu'on va rester dans ce truc, cette espèce de bulle où on reproduit des inégalités, des idées reçues et des violences parce qu'on ne sait pas faire différemment ou mieux. C'est pas un peu contradictoire que la sexualité en général soit taboue, mais concernant les personnes trans, on a une obsession sur les organes génitaux ? Je crois que c'est Michel Foucault qui avait théorisé ça. Est-ce que c'était dans la volonté de savoir ? Moi, je ne sais plus, mais il dit qu'il y a ce besoin de savoir. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir, d'après Michel Foucault, c'est qu'en fait, la sexualité, les organes génitaux, sont des marqueurs hyper importants de hiérarchisation sociale. C'est-à-dire qu'à partir des organes génitaux, c'est la première question qu'on pose à propos d'un enfant qui vient de naître. C'est un garçon ou c'est une fille ? En fait, c'est pour pouvoir placer les gens dans nos hiérarchies sociales. Non, voilà. Et donc, du coup, à partir du moment où on a quelqu'un qui triche aux yeux de la société ou qui vient transgresser ces normes, en fait, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus
faire cet exercice qu'on a de placer les gens, qu'on fait depuis toujours et qu'on nous a toujours expliqué qui était normal. Et donc du coup, je crois que c'est ça que les corps trans viennent troubler, et fort heureusement d'ailleurs, c'est que ça vient créer enfin, ça vient bloquer la machine et on ne peut plus faire ça. Et donc du coup, je pense que pour toutes les personnes qui n'ont pas tellement déconstruit la nature, enfin, qui n'ont pas déconstruit le genre, en fait, ça vient faire grincer, ils ne comprennent pas, et donc du coup, il y a une obsession autour des organes. Et puis, par ailleurs, je crois aussi qu'on a aussi, et ça c'est plutôt le côté, on va dire, le milieu queer n'en est pas exempt, mais on a focalisé sur les orientations sexuelles. Donc on a un type de rapport avec un type d'organes génitaux, plutôt que d'être en rapport avec une personne. Et donc du coup, il y a ça aussi, c'est devenu hyper important, c'est de dire non, moi je ne couche qu'avec des vulves, ou moi je ne couche qu'avec des pénis. Et puis c'est quand même des choses qui sont devenues des espèces d'étendards d'identité. Et puis ça aussi, je pense que ça vient faire en sorte qu'on bloque là-dessus à fond, alors qu'en fait, en vrai, moi, je pense qu'on devrait être en rapport avec des personnes avant d'être en rapport avec un corps en particulier qui a une forme particulière. J'ai l'impression aussi quand même que les générations plus jeunes accordent de moins en moins d'importance à ça, c'est-à-dire que les organes génitaux semblent avoir de moins en moins d'importance dans la manière dont on se définit soi-même et donc de moins en moins d'importance dans la manière dont on relationne avec les autres, ce qui est super. Et ça, je m'en réjouis vraiment beaucoup. Mais pour les anciennes générations, oui, je crois que ça reste malheureusement très, très important. Mais il faut le voir dans un contexte plus large. C'est-à-dire que je pense qu'il y a déjà juste sortir de l'hétérosexualité, c'était déjà un truc énorme. Et puis du coup, déconstruire le genre en même temps, ça fait beaucoup de trucs. C'est quoi ta définition de l'hétérosexualité ? L'hétérosexualité, c'est le système dans lequel on vit qui dit qu'en fait, il y a deux types de personnes, les hommes d'un côté et les femmes, que ces deux types de personnes sont différentes mais complémentaires, et que du coup, elles doivent s'unir pour créer une union, on va dire, pour créer quelque chose de complet. Et donc du coup, on voit que c'est une façon de raconter le monde qui fait qu'il y a des différences incommensurables entre les hommes d'une part et les femmes de l'autre, et que la sexualité entre les deux est obligatoire dans le but de recréer la société. Et puis du coup, moi je dirais que l'hétérosexualité, c'est un espèce de régime politique, c'est un système qui fonctionne comme ça, qui se reproduit et qui aussi exclut toute autre forme de rapport au monde, parce que sinon, tous les autres rapports au monde mettraient en danger ce système. Et donc du coup, c'est aussi un système qui va se protéger et se reproduire de manière assez violente en oppressant et en étant très violent avec les gens qui viendraient remettre en question ces valeurs-là. Il y a plein d'anthropologues qui sont intéressés à ça, il y a notamment Françoise Héritier qui a écrit des choses assez intéressantes là-dessus. Et j'aime bien son explication. Alors je ne sais pas si, personne n'était là à l'aube des temps, donc c'est des hypothèses, mais elle dit qu'en fait, il y a plein d'éléments qui viennent par deux, qui sont binaires. En tout cas, on voit que dans nos sociétés occidentales, on voit ça chez les Grecs, mais aussi chez nous, on a tendance à diviser le monde en deux catégories binaires qui s'opposent. On a le jour, la nuit, on a la civilisation et la nature, on a... l'homme, la femme, etc. Et du coup aussi, on voit qu'il y a des rapports qu'on crée tautologiques entre ces catégories. On dit, le jour, c'est relié à la civilisation, à la lumière, aux hommes. Et puis d'autre part, on a la lune et la nuit, et les femmes et la nature. Et du coup, on crée des espèces de différences comme ça qui deviennent le socle logique sur lequel est basée notre société. Et donc du coup, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice qui continue comme ça, et on justifie le rapport avec la nature et le rapport aux femmes. Par exemple, on va se dire, comme les femmes sont plus faibles et doivent être fertilisées par les hommes, c'est la même chose, les hommes et les humains doivent venir semer et s'occuper de la nature, etc. Et puis on voit qu'il y a vraiment des logiques comme ça, concomitantes, qui justifient la domination d'une part et la soumission
d'autre part, et que ça, c'est quelque chose qui traverse notre société depuis très longtemps. Mais si on revient au début de notre explication, donc ça, ce serait basé simplement parce qu'on observe des différences dans le monde et puis qu'on commence à les binariser, à les opposer, parce que c'est plus simple de faire comme ça. Pour défaire juste l'explication que je viens de faire, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le premier exemple du jour et de la nuit, ben en fait, à part peut-être midi et minuit, en fait, le jour et la nuit, ce qui est fantastique, c'est que c'est pas des absolus, c'est pas genre jour, nuit, bam, noir, on voit plus rien. Non, c'est des choses qui vont venir et c'est difficile de se dire, ok, 5 heures du matin, c'est le jour ou c'est la nuit? Ben, je pense que ça dépend de comment est-ce qu'on le regarde, comment est-ce qu'on est en train de le vivre. Est-ce qu'on est en train de rentrer de soirée ou est-ce qu'on est en train de se lever parce qu'on est boulanger? Enfin, je ne sais rien. Et donc, du coup, en fait, ce qui est beau, c'est que dans la nature, il n'y a pas des extrêmes, vraiment, comme ça, dichotomiques, binaires, hyper durs. Et donc, du coup, en fait, je pense que la différence de genre, elle est aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est un truc plus doux, un spectre qui va d'une extrême à une autre, à une autre. Enfin, c'est quelque chose de très large et de très doux et pas juste un truc bloc, bam, les hommes, bam, les femmes, figées. Et on a eu tendance à utiliser ça comme grille de lecture sur le monde entier, en fait. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que, en fait, tous les systèmes d'oppression se reposent sur d'autres systèmes d'oppression. C'est-à-dire que quand on parle justement d'hommes qui dominent le groupe des femmes, le groupe des hétéros qui dominent toutes les personnes qui sont non hétérosexuelles, etc., les personnes blanches qui dominent toutes les personnes qui sont d'autres couleurs, mais on voit qu'en fait, c'est des systèmes d'oppression qui communiquent entre elles et qui se soutiennent les unes et les autres, en fait. Et puis du coup, ce qui est super important, c'est de comprendre que si on commence à casser des systèmes d'oppression, de casser des logiques, de la manière dont ça fonctionne, ces rapports de force, eh bien, on permet aux gens de faire des choix, déjà, de pouvoir se placer comme ils et elles l'entendent dans cet univers-là, de pouvoir aussi, on a montré, c'est-à-dire que, par exemple, dans la sexualité, vu que c'est le sujet qui nous intéresse, ces inégalités, ce système fait que certaines personnes sont enfermées dans un besoin de dominer et de prendre du plaisir et d'être des sujets sexuels, et d'autres sont enfermées dans le fait d'être soumises, de ne pas avoir de plaisir et d'être des objets sexuels. Et ben, en fait, si on casse ce système, on permet à des gens de sortir des rôles prédéfinis et peut-être d'être plus libres, et de peut-être prendre du plaisir, et peut-être d'avoir un rapport à leur corps plus autodéterminant. Et ça aussi, c'est super important, parce qu'en fait, on n'en a pas encore parlé, mais le genre, ça détermine aussi vraiment beaucoup des questions de consentement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rebecca Solnit qui a théorisé le rapport entre le fait qu'on n'accorde pas de crédit à la parole des femmes dans la société au sens large, avec la culture du viol et le féminicide. Alors, oui. C'est quoi la culture du viol? Ouais, justement, je vais vous l'expliquer. Donc, en fait, elle dit, ben voilà, quand on parle à quelqu'un d'assigné femme dans la société, on va partir du principe, en général, que cette personne ne fait pas autorité sur la question, elle ne sait pas de quoi elle parle. Ouais, ça me paraît aussi violent de le dire, mais c'est le cas. Et du coup, la culture du viol, ben justement, c'est tout ça. C'est de se dire, ben tiens, quand je vais engager un rapport sexuel ou avoir envie d'un rapport sexuel avec quelqu'un d'assigné femme, eh ben en fait, je ne vais pas pouvoir entendre les signaux à la fois verbaux ou non verbaux de son consentement, parce que je pars du principe que cette personne ne sait pas elle-même ce qu'elle veut. Et donc du coup, c'est OK pour moi d'avoir un rapport sexuel avec cette personne, même si peut-être cette personne a exprimé ou pas le fait que peut-être qu'elle n'avait pas envie, ou que c'était pas le bon moment, ou pas avec moi, etc. Donc, en fait, on vit dans une société où c'est OK que certaines personnes aient plus un mot à dire sur la sexualité d'autres, plutôt que les personnes concernées. C'est partir du principe que le corps des personnes assignées femmes appartient de base aux personnes qui sont assignées masculines. C'est partir du principe que la sexualité est un dû que les personnes assignées femmes doivent aux personnes assignées masculines. Et puis ça, c'est vraiment un problème. Et puis du coup, on voit le continuum que fait Rebecca Solnit, c'est « je n'accorde pas de crédit à ta parole en société », c'est le degré 0, on va dire, et ça va jusqu'à « je me permets de
te battre dans un rapport de violence conjugale et de te tuer parce qu'en fait ta vie m'appartient, parce que ma vie vaut mieux que la tienne. Et donc du coup on voit vraiment un continuum très clair entre ce problème qu'on a de donner du crédit à la parole des personnes assignées femmes et la culture du viol et des féminicides. Et en fait, tant qu'on ne sera pas arrivé à un endroit où on a une égalité de genre factuelle dans la société dans laquelle on vit, on sera toujours confronté à ces violences-là, on sera toujours confronté à cette culture du viol, on sera toujours confronté à de la violence conjugale, on sera toujours confronté à des féminicides. Et le consentement, en fait, de fait, ne sera pas possible. Donc si on veut du consentement, on veut l'égalité des genres. Est-ce que tu dirais que la sexualité, c'est un espace de liberté ? Alors je dirais que le sexe peut être un espace de liberté. Et puis le sexe peut être un espace d'émancipation et de réappropriation du corps, ça c'est aussi très important de le dire, parce que justement c'est un endroit qui cristallise et qui rend possible tellement d'inégalités, et ben forcément c'est aussi cet endroit-là qu'on peut commencer à défaire ces rapports d'inégalité. Donc le sexe n'est pas en soi libérant, il peut l'être si on décide de sortir des normes hyper violentes dans lesquelles on est en fait, et on peut l'utiliser comme un endroit et un espace de questionnement, d'exploration, pour autant qu'on réussisse à déconstruire un peu selon quoi on baigne. J'ai l'impression que parce que la sexualité a été tellement un endroit d'oppression, a été tellement un endroit violent de devoir et de honte, que de pouvoir se réapproprier ça et de dire en fait maintenant j'en vais faire l'instrument de mon plaisir, je vais en faire l'instrument de ma capacité à être un sujet pensant et existant dans le monde, c'est quelque chose qui est hyper puissant en fait. Et de pouvoir aussi rentrer en relation avec d'autres sur un pied d'égalité, c'est quelque part construire une société meilleure, c'est construire la société plus juste et plus inclusive qu'on souhaiterait voir, on va dire, dans le sens, dans le monde entier, quoi. Et donc du coup, c'est vraiment un acte politique de recréation du monde, de réappropriation de soi, qu'on peut refaire encore et encore, desquels on tire énormément de plaisir. C'est aussi gratuit, la plupart du temps. Et donc, du coup, d'avoir un truc qui sort du rapport, on va dire, monétaire, qui sort du rapport de domination comme ça, c'est un espace hyper puissant. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que c'est aussi important et central dans les milieux queer et les milieux féministes. C'est parce qu'on en a fait un instrument de domination et ce qui peut être utilisé comme un instrument de domination, ça peut devenir un instrument de libération et c'est ça qui est beau. À partir du moment où on ose sortir un tout petit peu de l'hétérosexualité, de ce que doit être la masculinité, de ce que doit être la féminité, en fait, on est très vite puni par la société. Et donc, du coup, ça fait peur. C'est-à-dire que, on peut penser au nombre d'épithètes et d'insultes qui sont réservées aux personnes qui sortent de ces normes. Et donc, du coup, je pense que les personnes les plus privilégiées, qui sont le plus dans des endroits de pouvoir, ont forcément le plus à perdre. Et donc, du coup, ça peut être vachement flippant, en fait, de faire des choses qu'on nous a toujours décrites comme étant des choses qui appartiennent à des groupes qui ont moins de pouvoir. Bon, ah oui, mais bon, le sexe anal, c'est un truc de PD. Ouais, ça peut être vachement flippant. Mais par contre, ça peut être très très libérant. On sait aussi que l'orgasme prostatique, c'est quand même vraiment complètement super. Moi, je suis assez triste de ne pas avoir de prostate pour pouvoir le vivre. J'aimerais vraiment beaucoup. Ça a l'air vraiment très très cool. Mais je crois que vraiment ces normes sociales et la punition qui est réservée à celles et ceux qui s'en écartent, elle est vraiment très forte. Et puis du coup, ça explique pourquoi on a tendance à avoir peur d'essayer des nouvelles choses, surtout quand elles sont étiquetées comme étant pas du genre auquel on appartient. À ton avis, pourquoi la sexualité est-elle si omniprésente et centrale dans la société en général ? Moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander si on ne vivait pas dans l'hétérosexualité, si la sexualité serait vraiment aussi omniprésente. Je pense que ce serait peut-être un truc vraiment beaucoup moins important. J'ai l'impression aussi que, et là je parle pour moi, mais je pense aussi plein de gens comme moi, moi je sais que j'ai utilisé beaucoup la sexualité comme un moyen d'entrer en relation avec d'autres.
parce que en fait, le système hétérosexuel dans lequel je baigne ne me permet pas vraiment de rentrer en relation réelle avec les gens. Et donc du coup, je pense que si on n'était pas dans cette injonction, il faut absolument être avec quelqu'un, il faut absolument avoir les jalons de on rencontre quelqu'un, on se marie, on fait des bébés, et machin truc, pour avoir réussi sa vie, je pense qu'il y aurait plein de gens qui seraient célibataires. Je pense qu'on n'était pas dans l'injonction à être masculin quand on est assigné homme, ou féministe quand on est assigné femme, et puis on avait plus de liberté d'explorer des trucs. Enfin, j'ai l'impression que peut-être que la sexualité serait un truc un tout petit peu moins important si c'était pas un peu le socle sur lequel est basé notre système de pouvoir. Mais après, c'est une hypothèse, j'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression que ce serait moins important et que surtout que la sexualité serait moins utilisée comme un outil de domination, qui serait moins utilisée comme un outil, on va dire, pour combler toutes les facettes émotionnelles qu'on n'arrive pas à exprimer parce qu'elles ont été complètement silenciées par le genre, en fait. C'est-à-dire, on est une femme, j'arrive pas à exprimer ma colère, donc voilà... J'utilise le sexe, je suis un homme, je ne peux pas exprimer ma vulnérabilité, alors je vais utiliser le sexe. Enfin, j'ai l'impression que si on sortait de ce système-là, on serait peut-être plus libre d'utiliser d'autres moyens de relationner, d'autres moyens pour s'exprimer. Ce serait vachement différent. Tu peux nous parler d'hétérosexualité obligatoire ? L'hétérosexualité obligatoire s'exprime dans plein d'aspects de nos vies, mais un des aspects, c'est par exemple que on nous indique que si on ne fait pas partie de l'hétérosexualité, on doit passer par le coming out, c'est-à-dire qu'on doit informer les autres que, attention, je ne suis pas hétéro. On n'aurait pas l'idée de faire un coming out hétéro. Bonjour, je m'appelle Viviane, je suis hétéro. Enfin, ce serait hyper bizarre. Et donc, du coup, on voit que c'est le default. C'est un peu le truc par défaut. C'est que tout le monde est hétéro jusqu'à en éprouver le contraire. Notre système en entier est construit autour de l'hétérosexualité, c'est-à-dire que quand on va à l'hôpital, les personnes qui peuvent venir nous rendre visite sont des gens qui sont estampillés comme faisant partie de notre famille, qui est aussi basée sur les normes hétérosexuelles. Justement, l'idée de ce que c'est qu'une vie qui a réussi, elle est vraiment aussi très informée par des jalons qui sont hétéros, c'est-à-dire c'est être avec quelqu'un, déjà être en couple, si possible hétéro, c'est d'avoir des enfants. C'est quand même, notre société est quand même faite pour que ce soit beaucoup plus facile pour les couples hétéros d'avoir des enfants et de les reconnaître et de pouvoir les élever ensemble sans trop de tracasseries judiciaires, et légales, voilà. Et puis, donc, ces jalons-là, on va dire, ils sont complètement hétérosexuels. Et donc, du coup, c'est très difficile, on va dire, de se reconnaître et de se sentir un être humain qui a de la valeur quand on n'est pas dans ce système-là, on a l'impression de devoir toujours avoir le fardeau de la justification, de la notification, voilà. Et je sais qu'il y a aussi, en tout cas c'est ce qu'on m'a raconté, il y a des personnes trans qui vont se faire agresser parce qu'elles n'ont pas annoncé la couleur à la base. Enfin, c'est aussi un exemple extrêmement violent qui montre qu'on est dans une espèce de système où on doit être aligné, sexe, genre, voilà. Et on risque d'être agressé physiquement si on sort de ça. Et donc ça aussi, c'est-à-dire toutes les violences homophobes, transphobes, sont aussi évidemment on va dire, le côté hyper violent de l'injonction de cette hétérosexualité obligatoire. Déjà subissent beaucoup plus de violence que les autres, beaucoup plus de pression, on va dire, à avoir un passing. Donc le passing, c'est quand on a quelqu'un qui performe un genre et doit le performer de manière crédible. C'est-à-dire qu'on voit que les personnes qui vont performer un genre de manière crédible vont être quand même moins sujettes à des violences que des personnes qui vont venir troubler les idées reçues qu'on a à quoi ressemble un homme et à quoi ressemble une femme. Donc ça va être
être des formes de violence, mais aussi il y a toutes les violences, on va dire, internes. On voit aussi que les personnes qui sont trans, par exemple, ont aussi beaucoup plus de problèmes de santé mentale, vont avoir un taux de suicide, surtout particulièrement chez les jeunes, qui est beaucoup plus élevé que chez les autres. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, on va dire, l'ensemble de la communauté queer. Il y a quand même des taux de suicide qui sont beaucoup plus élevés. Donc on voit que cette violence, elle s'exprime de manière, on va dire, très vaste et continue. Mais c'est aussi des violences qui s'expriment par des petites choses. C'est de demander tout le temps à quelqu'un qui est assigné homme quand est-ce que cette personne aura une copine, ou à quelqu'un d'assigné femme quand est-ce que cette personne aura des enfants. Enfin, c'est quelque chose qui est reproduit constamment, et c'est pas forcément quand... Enfin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plein de gens très gentils et très bienveillants qui peuvent en fait continuer à imposer cette violence genrée et cette violence hétérosexuelle sur des personnes qui ne se conforment pas à ces normes, sans même s'en rendre compte. Dans notre société, on dit toujours, on nous a appris, quand on dit bonjour à quelqu'un, de dire bonjour madame, bonjour monsieur. Donc on présuppose connaître le genre de la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, en soi, c'est hyper violent, c'est un truc qui reproduit énormément, on va dire, le système genré dans lequel on vit. Donc ça, c'est des micro-choses qui peuvent être hyper agressantes pour des personnes qui sont dehors, on va dire, des normes de genre, jusqu'à se faire casser la gueule dans la rue parce qu'on a l'air d'être assigné homme et on porte des talons. Enfin, voilà. Ça fait une bonne dizaine d'années que tu travailles sur le sujet de la sexualité. Est-ce que tu dirais que la société et les personnes en général changent par rapport à ces questions-là ou pas du tout ? Quand moi j'ai commencé à travailler dans ce milieu, c'était pas cool de dire qu'on était féministe, par exemple. Donc du coup, quand moi j'ai commencé là-dedans, moi je me définissais comme sex positive, pas du tout parce que j'étais pas féministe, mais parce que ça passait pas très bien, en fait. La plupart du temps, les gens se défendaient « Ah, mais moi je suis pas féministe ». Et déjà ça, c'est un truc qui a énormément changé. On voit aussi qu'il y a plein d'éléments de la culture queer qui sont gentiment arrivés dans le monde plus mainstream. Il y a aussi des choses comme le porno alternatif, c'est aussi quelque chose qui est plus connu, des pratiques comme le BDSM aussi qui sont plus du côté, on va dire, de la culture queer de base, sont aussi des choses qui sont plus connues. Enfin, il y a le féminisme, c'est vraiment, on va dire, est devenu plus mainstream qu'avant, c'est quelque chose de relativement accepté. Par rapport à avant, évidemment. Donc oui, il y a des énormes différences. C'est assez fou de voir comment ça a évolué en 10 ans. Il y a quand même un vocabulaire aussi, on va dire, spécifique que j'aurais pas du tout pu utiliser il y a 10 ans et qui semble relativement acquis maintenant. J'ai l'impression que quand même, avec il y a quand même le curseur social qui a quand même beaucoup changé autour de MeToo. Et je pense que la question du consentement a été vraiment un peu mise sous les projecteurs sociaux, et donc du coup les gens ont commencé à se questionner sur en fait c'est quoi mon corps m'appartient, oui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? J'ai l'impression que le fait que les cultures queer soient plus visibles aussi a fait que et que les plus jeunes générations soient moins rigides sur leur rapport à l'identité sexuelle, fait que toutes ces choses s'assouplissent. Il y a aussi, et ça je pense qu'il y a plein de gens qui ne le verraient pas forcément comme une chose positive, mais il faut quand même en saluer les effets vertueux, il y a une démocratisation du rapport, de l'accessibilité à la pornographie, et donc du coup avec les PornTube et tout ça, donc il y a quand même une accessibilité à plein de choses qu'on voyait pas, des pratiques qu'on ne voyait pas avant, ce qui fait que les gens, il y a autant des trucs horribles, des gens qui s'essayent, qui disent que la quadruple pénétration c'est ce qu'il faut faire, peut-être pas forcément super, et puis d'autres pratiques, on va dire, plus issues des milieux queer, qui remettent plus en question les scripts sexuels, qui sont plus visibles, et donc du coup j'ai l'impression que oui, les choses s'assouplissent, que les gens essayent plus de choses, et ça c'est vraiment hyper cool. Tu penses que le porno c'est un bon moyen de s'éduquer là-dessus ? Alors moi je dirais que c'est plutôt pas trop bien, pas parce que la pornographie est mauvaise en soi. C'est juste que la plupart de la pornographie à laquelle on peut avoir accès de manière gratuite en quelques clics sur les PornTube, c'est plutôt de la pornographie qui malheureusement est plutôt exploitante et violente. Et donc du coup, d'avoir ça comme modèle, c'est pas super. Surtout que, en fait, il faut aussi se rappeler que la pornographie, c'est vraiment
une boîte à créer des fantasmes, à créer du plaisir. Et donc du coup, je vais dire un truc qui est complètement, on l'a dit et redit, mais la pornographie, c'est pas la réalité. Et puis en fait, les acteurs et les actrices, enfin, les performeurs qui font, ils se mettent dans telle et telle position pour qu'il y ait un angle de la caméra, etc. Et puis on doit avoir de money shot, c'est-à-dire que dans un rapport, on va dire, hétéro ou entre deux hommes, on doit avoir une éjaculation. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont normées. Et donc, du coup, la pornographie, c'est pas la réalité. Et malheureusement, quand on regarde ça, on a l'impression que ça peut l'être. On voit des choses qui sont hyper violentes. Et donc, du coup, on a envie de reproduire des choses qui sont violentes en se disant que c'est la normalité. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est un peu tragique, l'éducation sexuelle par la pornographie accessible sur les PornTube. Moi, je pense que l'éducation sexuelle par la pornographie, si c'était de la pornographie qui était super et bienveillante et créée pour des fins éducatives, ça pourrait être génial, enfin, ça serait super. Moi, je me rappelle être à des cours d'éducation sexuelle en me disant « mais pourquoi on ne m'explique pas concrètement comment est-ce qu'on fait ? J'aimerais bien !» Et puis, en fait, je pense que la pornographie peut servir à ça, et très bien. Je veux dire, je pense qu'il y a des projets qui font ça et qui le font super bien, et je trouve ça génial. Tout comme, si on ne sait pas quoi regarder et quoi chercher, ça peut être vraiment destructeur. Il y a, je ne sais plus qui avait dit, et je trouve que l'analogie est hyper bonne, c'est comme si on essayait d'apprendre à conduire en regardant Fast and Furious. Ça ne marche pas hyper bien, en fait. Mais le but du film Fast and Furious, c'est pas d'apprendre à conduire, en fait. Donc c'est OK, on va pas tomber sur le réalisateur ou sur les acteurs de ce film parce que voilà, ils mettent les gens en danger. Alors qu'on fait ça avec la pornographie, on se dit mais c'est terrible, vous vous rendez compte, les gens apprennent à faire de la sexualité en vous regardant. Ouais, mais en fait, nous, on n'a jamais rien demandé, puis c'est pas notre responsabilité, en vrai. Parler de sexualité à des jeunes, c'est pas bizarre comme démarche quand même? Alors moi, je suis prof de langue aussi. Oui, le gag. Et en fait, on dit, dans la théorie des profs de langue, on dit qu'il n'y a pas de texte trop compliqué, il faut adapter les questions et la manière dont on enseigne le truc. Et je dirais que pour la sexualité, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, les tout petits, ils ont aussi une sexualité, et on a une sexualité à peu près tout le monde jusqu'à ce qu'on meure, en fait. Et du coup, je pense que c'est hyper important de parler de sexualité aux enfants. Il faut par contre adapter à ce que ces personnes peuvent comprendre et du coup se renseigner un tout petit peu sur qu'est-ce qui peut être flippant ou enfin voilà, donner des informations qui sont adaptées à l'âge. Et ça, on trouve des informations extrêmement précises sur Internet pour toutes les personnes qui travaillent avec des enfants ou toutes les personnes qui sont parents qui auraient envie de faire ça. Mais je dirais que non, au contraire, c'est super important de parler de sexualité avec les enfants parce que plus on rend quelque chose tabou, plus il y a des chances que ces enfants apprennent qu'il y a des choses dont on ne parle pas. Et le gros danger, c'est qu'ils associent déjà la sexualité avec la honte, avec le non-dit, mais aussi que si par malheur il leur arrive quelque chose où les petits sont agressés, ils ne sauront pas venir en parler parce qu'ils n'auront pas les mots, parce qu'ils vont être aussi sous cette chape de silence de toute façon c'est un truc dont on ne parle pas. Et donc du coup, en fait, je dirais pour la protection des petits, mais aussi pour qu'ils puissent avoir un rapport sain et cool et sans honte avec leur corps, c'est super important de leur en parler, de nommer précisément les parties, par exemple, c'est juste un début qui est hyper important. Donc je vous encourage à parler de sexualité, à nommer les organes génitaux, à parler de tout ça avec les enfants. Comment tu imagines un monde idéal concernant ces questions-là ? Si j'imagine un monde rêvé, merveilleux, j'imagine un endroit... un endroit où, en fait, le type d'organes génitaux n'est pas forcément hyper important pour le choix de son ou sa partenaire, qu'on se sente libre d'explorer toute une série de pratiques sans honte, dans la bienveillance, en étant vraiment conscient et consciente de nos limites, et puis d'être à l'écoute de celles de l'autre. D'avoir la possibilité d'avoir un monde de fantasmes qui ne sont pas parasités par des histoires de pouvoir, ou peut-être que le pouvoir est présent mais qu'il est utilisé que dans un sens de jeu et d'une manière pour un peu épicer le truc, mais où en fait les rapports de pouvoir qui existent dans la société ne sont pas en train d'être joués. Peut-être aussi parce qu'on vivra à ce moment-là dans une société où ces rapports de pouvoir n'existe plus. Et ça, ce serait super.